Abigail faisait passer la famille avant tout. Elle disait toujours « Je donnerai ma vie pour vous ». C'était à l'évidence une course-poursuite agressive. On savait qu'elle allait entrer chez elle, qu'elle allait mourir. Mais on ne pouvait rien faire d'autre qu'observer l'écran. Le tir a eu lieu à bout portant. Savait tout d'un assassinat. Salut les enfants. Comment ça va? Bien. Alors les constructeurs, vous avancez bien? Vous avez fait quoi? Abigail Gasca Chavez, 19 ans, vit avec sa fille de 4 ans, Brianna, et son garçon de 2 ans, Angel. 1, 2, 3. T'as oublié ta sœur? Ma sœur 1, 2, 3. était vraiment une personne géniale. C'était la meilleure. D'accord, je vais te faire une natte. Elle faisait passer la famille avant tout. Viens ici, on fait un câlin. C'était une belle personne, au grand cœur. Elle voulait retourner à l'école et devenir quelqu'un. Elle disait toujours « Mes enfants auront ce que je n'ai pas pu avoir ». Un beau jour, vers midi, le voisin d'Abigail entend des bruits étranges en provenance de chez elle. C'était comme un bruit de marteau heurtant du bois, bang, bang, bang. Le voisin trouve alors le fils d'Abigail tout seul dans le jardin, très agité. À peine âgé de 2 ans, Angel était sorti de chez lui en pleurs. Il hurlait tout ce qu'il pouvait. « Maman, maman !» Le voisin a appelé Adela, la mère d'Abigail, pour la prévenir que quelque chose ne tournait pas rond. Adela a demandé à Amy d'aller voir ce qui se passait. Ma mère m'a appelée et elle m'a dit « Où es-tu? Où est Abigail? Va la voir, va chez elle. Il s'est sûrement passé quelque chose. » J'entre dans la maison et je vois ces douilles sur le sol. Je fais 3 pas de plus et je vois ma sœur étendue par terre. Je me souviens qu'il y avait une mare de sang. Alors, j'ai appelé la police. Police secours, que se passe-t-il? Une urgence est parvenue au centre d'appel de Monterey. C'était Amy Gasca, en panique, disant que sa sœur avait le visage ensanglanté. Ils ont donc dépêché une patrouille sur place pour voir ce qu'il en était. 2 agents de police de Greenfield sont arrivés. Au début, ils ne comprenaient rien. Amy était dans tous ses états, répétant que sa sœur était blessée dans le salon. Elle ne savait pas si elle était morte. Amy, je m'appelle Mendoza. Là maintenant, nous devons rassembler le plus d'informations possible. C'est très important. D'accord? J'étais avec elle. D'accord. Ils ont tout d'abord inspecté la maison, puis constaté qu'Abigail était morte, de blessures par balle. La maison était entourée d'un ruban jaune. Ils m'ont informé que ma sœur était décédée.
Où est-elle? J'étais en état de choc. Non! J'étais à 2 doigts de la folie. J'avais perdu la tête. Quand je suis arrivé sur les lieux, la première personne que j'ai vue est un oncle. Il m'a dit, tu sais, elle est partie. Elle est de l'autre côté. J'étais traversé par tant d'émotions. De la colère, de la tristesse, des souvenirs, des flashbacks. J'étais en larmes. On m'a téléphoné pour me prévenir qu'un homicide avait eu lieu à Greenfield. Le domicile était très sombre. J'ai repéré les douilles sur le sol. La victime avait une balle logée dans le front, près du sourcil droit, et 6 orifices supplémentaires du côté droit du crâne. Il semblait donc qu'elle avait été abattue par un tir au front, puis qu'elle est tombée sur le dos et que d'autres coups avaient été tirés sur le côté du crâne. Le tir avait eu lieu à bout portant. Le geste avait été délibéré. Ça avait tout d'un assassinat. Un sac contenant de l'argent était à côté de la victime. Des billets en dépassaient très nettement. On tenait la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un vol qui avait mal tourné. Ce crime était d'une immense brutalité. Non seulement il s'agissait d'un meurtre, mais en plus il avait été perpétré sous les yeux d'un enfant de 2 ans. C'était vraiment cruellement perturbant. C'était tellement violent, vraiment horrible. La police de Greenfield a compris tout de suite qu'une personne extrêmement dangereuse était à l'origine de ce crime. Et je crois qu'ils ont immédiatement appelé des renforts auprès des collègues. Tracy Spencer à l'appareil. Le bureau de la procureure de Monterey a une agence de renseignement qui opère comme un mini-département de police. La police de Greenfield nous a contactés le jour même du meurtre d'Abigail pour nous demander de prêter main forte. Les lieux du crime sont sous scellés? D'accord, très bien. On se met en route. On a délégué 2 inspecteurs du bureau pour pouvoir évaluer la situation. Elle avait reçu 7 balles en pleine tête, à bout portant. Rien n'avait été dérangé dans la maison. Pour moi, c'était un cas de violence passionnelle. L'assassin connaissait la victime. Il s'agissait d'une personne armée, dangereuse et en cavale. Il était primordial de contacter la famille et de parler aux personnes proches de la victime. Nous aurions besoin de la liste de tous ses proches pour les contacter, s'il vous plaît. Amy m'a appris qu'Abigail avait une fille, Brianna, de son précédent compagnon, Christian Razzo. Christian était l'amour de sa vie. Abigail avait eu le coup de foudre pour lui. Mais ça n'avait pas très bien marché entre eux. Il ne lui avait pas donné toute l'attention dont elle avait besoin. Elle n'avait pas une belle vie et c'est là qu'Ernesto est entré en jeu. Abigail a noué une autre relation avec Ernesto Hernandez, un cousin de Christian. Ernesto a rencontré Abigail à une fête de famille chez les Hernandez. D'après Amy, ils ont flirté sur le champ.
Ernesto est entré en jeu et a montré qu'il avait de l'argent. Il avait un emploi stable et lui donnait beaucoup d'attention et d'amour. Ça lui a plu. Quand elle est tombée enceinte d'Ernesto, sa relation avec Christian s'est terminée. Auriez-vous des photos récentes de Christian et Ernesto? Voici Christian. Christian ne voyait pas d'un bon œil la relation entre Abigail et Ernesto. On traitait tellement d'affaires liées à des violences conjugales où la jalousie joue un rôle primordial qu'il me semblait indispensable de trouver Christian au plus vite pour comprendre son implication dans l'affaire. La police de Greenfield s'est mise en quête de tous les enregistrements de vidéosurveillance à proximité du crime. On a localisé 3 caméras qui filmaient la maison d'Abigail. Nous nourrissions l'espoir de voir le suspect prendre la fuite. Comme l'appel a été enregistré à 12h37, nous avons regardé les enregistrements autour de cet horaire. Voyons ce qu'on trouve. Le domicile d'Abigail se situe en haut à gauche de l'écran. Ça y est. On peut zoomer? On dirait la voiture d'Abigail. À 12h34, Abigail arrive chez elle dans une Mazda Tribute grise et se gare dans l'allée. Continuons. C'est bien elle? Abigail est sortie de la voiture, s'est dirigée vers son domicile, comme si de rien n'était. Tout avait l'air normal. Waouh! Marche arrière. Stop. Zoomer. Environ 1 minute après l'arrivée d'Abigail chez elle, un suspect masculin sort de chez elle en courant. Il porte une capuche, il se dépêche de s'enfuir. C'est le meurtrier, l'individu qu'on doit trouver. Qui est cet homme? Peut-on zoomer plus? La définition est trop mauvaise. L'image était granuleuse et l'angle n'était pas parfait. On voyait tout de même qu'il portait un sweat gris clair avec la capuche sur sa tête. Il portait un jeans et des chaussures foncées. Il mesurait 1,70 m environ. Et il cachait au niveau de la taille quelque chose que, grâce à mon expérience, j'ai identifié comme une arme à feu. Nous aimerions voir l'enregistrement de la matinée du meurtre, s'il vous plaît. Les séquences enregistrées au moment de l'appel passé aux urgences étaient importantes, mais il fallait voir ce qui s'était passé dans les heures qui ont précédé. Pause. À 9h12 ce matin-là, un véhicule noir s'est approché du domicile d'Abigail. Peut-on identifier la voiture? Une berline noire 5 portes, a priori une Volkswagen Jetta. La personne qui sort de la maison semble être Abigail.
Elle va et vient vers la voiture. Le véhicule est garé dans l'allée d'Abigail et l'empêche de sortir. Est-ce qu'ils se disputent? On n'entendait pas ce qu'ils se disaient. Mais au vu de leurs gestes et de leur comportement, ça ressemblait fort à une dispute. Mais qu'est-ce qui se passe? La voiture noire garée derrière son petit SUV a fini par battre en retraite. Abigail a pu démarrer et le véhicule qui avait fait marche arrière l'a suivi. Clairement, l'individu ne baisse pas les bras. Mécontent de la discussion, il la prend en chasse. Est-ce qu'on a une séquence sous un autre angle? La voilà. Revenons en arrière. La berline noire a passé le stop sans s'arrêter. Elle a tourné à gauche en utilisant la voie de gauche qui lui est interdite. Elle n'a pas perdu une seconde. C'était à l'évidence une course-poursuite agressive et très inquiétante. Environ 10 minutes plus tard, on a vu Abigail revenir chez elle. Quelques secondes après, la Volkswagen noire s'est de nouveau garée dans l'allée, l'empêchant de sortir. On voit que l'individu qui sort de la berline noire porte un haut similaire à un sweat gris. Cet individu était la personne qu'on a vue sortir de la maison en courant après les coups de feu. À ce moment-là, je me suis dit qu'il s'agissait d'un cas de violence domestique, que la dispute n'était pas terminée et que la situation avait sérieusement empiré. À 9h50, on a vu Abigail sortir de nouveau de son domicile. Elle avait l'air pressée. Peu après, on a constaté que le même véhicule Volkswagen noir la suivait dans la rue. Ça ressemblait à du harcèlement et à ce stade, elle paraissait essayer de sortir de son emprise. Est-ce qu'on la voit revenir chez elle ? Revenez en arrière et zoomez. À 12h21 précisément, l'individu avec qui Abigail s'était disputé dans la matinée est revenu vers son domicile à pied. Il s'est avancé vers l'entrée, il a regardé à travers une fenêtre, et puis il s'est dirigé vers l'arrière de la maison. On s'est dit qu'il était rentré par la porte du jardin. Alors, il arrive quoi ensuite? Bon, Abigail revient chez elle. Abigail est revenue chez elle 5 minutes après que le suspect est entré par la porte de derrière et l'a attendu.
Les extraits de la vidéosurveillance nous montrent que le meurtrier d'Abigail lui a tendu un piège pour la tuer. Quand elle est arrivée à son domicile et qu'elle n'a pas vu la berline noire, elle s'est probablement sentie soulagée. Elle est sortie de son véhicule, a marché avec son fils âgé de 2 ans, sans se soucier de quoi que ce soit. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle ne savait pas qu'elle vivait les derniers instants de sa vie. On savait qu'elle allait entrer chez elle, qu'elle allait mourir. Mais on ne pouvait rien faire d'autre qu'observer l'écran. « 56 secondes plus tard, on a vu l'individu suspect s'enfuir en courant. Je n'ai eu aucun doute à ce stade. Celui qu'on voyait était le meurtrier qui s'enfuyait après l'avoir tué. On a tout mis en œuvre pour trouver Christian et nous entretenir avec lui. Je me disais qu'il pourrait bien être impliqué dans le meurtre d'Abigail. Quand avez-vous vu Abigail pour la dernière fois? Le 20 mars. Mais depuis, elle m'a envoyé des messages. Elle m'a dit qu'elle voulait se remettre avec moi. Il a confirmé qu'ils avaient rompu, mais qu'ils recommençaient à se voir depuis un mois et qu'ils envisageaient de reprendre leur relation. Pensez-vous qu'Ernesto s'en est rendu compte? Nous avons appris qu'Ernesto avait eu des problèmes tout au long de sa vie. Il a notamment fait partie du gang de rue Norteños. Le comportement violent dont nous avons été témoins ressemble fort à une exécution, un acte caractéristique des gangs de rue. Les supérieurs de Christian m'ont confirmé qu'il avait été présent au travail toute la journée et qu'il ne pouvait pas être impliqué dans l'homicide. Christian a coopéré avec les forces de police. Il a fait sa déclaration et il a vite été rayé de la liste des suspects dans cette enquête. Les enquêteurs interrogent la sœur d'Abigail. Ils ont interrogé Amy pour en savoir plus sur Abigail ce jour-là, son humeur et son état d'esprit. Amy a confirmé qu'elle semblait normale le matin. Elle est donc venue chez vous plutôt vers midi ou vers 12h30? Oui, elle est venue chez moi. Je venais juste de terminer le ménage et elle m'a dit « Je crois qu'Ernie me suit ». Elle était totalement flippée. Elle répétait « Je crois qu'il me poursuit ». Vous lui avez demandé ce qu'elle voulait dire? Oui, je lui ai demandé « Quoi ?» Et elle m'a dit « J'en sais rien moi, mais il me suit partout où je vais. J'ai fait le tour de Greenfield et il était toujours derrière moi. » Elle est venue chez moi et je me souviens qu'elle me disait « Ernesto est en train de me suivre ». Elle était paniquée. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Elle m'a dit « C'est du harcèlement, ce gars est devant chez moi et n'arrête pas de me suivre. » D'accord. Et je lui dis « Mais non !» Et elle m'a répondu « Si, c'est vrai !» Et moi, je ne l'ai pas cru. Et vous l'avez vu, lui? Je ne l'ai pas vu, lui, juste la voiture. Pourquoi se mettait-il à la harceler? Parce qu'elle ne voulait plus être avec lui. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle voulait rompre. Elle m'a dit qu'elle avait prévenu Ernie de ses sentiments pour Christian. Elle a rapporté qu'Abigail souhaitait revenir en couple avec Christian et qu'elle avait prévu de rompre avec Ernesto ce jour-là. Ernesto Hernandez est devenu la personne clé dans l'affaire, mais il était introuvable, alors que nous devions mettre la main dessus au plus vite. La police émet un mandat pour obtenir les données du téléphone portable d'Ernesto Hernandez et lance un avis de recherche pour sa Volkswagen noire. On a ratissé les environs, cherché partout dans le quartier. Impossible de localiser Ernesto.
L'étape suivante consistait à émettre un mandat pour perquisitionner son domicile. Nous sommes à la recherche de votre fils qui est lié à un homicide. On se demande si vous savez où il se trouve. Sa mère a déclaré qu'il était passé chez lui ce jour-là, en coup de vent, et qu'il était parti. Elle ne savait pas où il allait, mais en posant plus de questions, on a compris qu'ils avaient de la famille au Mexique. Donc ces renseignements fournissaient une bonne piste. On devait le retrouver. On savait qu'il était armé et qu'il était dangereux. Tandis que les enquêteurs recherchent Ernesto, la famille d'Abigail se prépare pour les obsèques. Je ne pouvais pas prendre soin de moi, car dès que je fermais les yeux, je voyais ma sœur partout. J'aimerais me souvenir de ma sœur comme d'une femme jeune, forte, superbe, qui faisait tout comme il faut. Je pense à elle tous les jours. J'emporterai dans ma tombe mon immense tristesse. Les enquêteurs se rendent sur le lieu de travail d'Ernesto, afin d'en savoir plus sur ses déplacements le jour du meurtre d'Abigail. Bonjour. Inspectrice Spencer. Inspecteur Austen. On s'est rendu à l'usine où Ernesto travaillait avec ses frères Abel et Rigo pour discuter avec plusieurs de leurs collègues. Nous avons appris qu'Ernesto a quitté son poste en avance le jour du meurtre et que l'un des frères n'est jamais revenu. La police cherche des preuves permettant de localiser Ernesto. C'est relevé de téléphone. Les renseignements obtenus par les données de son téléphone portable nous ont permis de constater que dans les 3 heures qui ont suivi le meurtre, il était en déplacement vers Los Angeles. Dans toute enquête criminelle, on étudie les divers modes de transport pour sortir d'une région. L'auteur d'un homicide violent ne va pas rester là où il peut être identifié. Il va s'échapper. Ernesto savait que sa voiture serait recherchée pour meurtre. Donc, il savait qu'il devait se débarrasser de la voiture au plus vite. Les enquêteurs contactent les gares routières Greyhound de Los Angeles. Ils ont confirmé qu'une personne correspondant à la description d'Ernesto était visible sur l'une de leurs caméras. Tracy s'est rendu sur place pour obtenir l'enregistrement. Revenez en arrière et zoomez. On le voyait arriver sur le parking de la gare routière Greyhound. Puis s'en aller. Peut-on voir où il va ? Revenez en arrière. Il est entré à l'intérieur de la gare. Il portait exactement les mêmes vêtements que lorsqu'il a tué Abigail. Un sweatshirt gris à capuche et un pantalon foncé. Il faisait comme si de rien n'était. On a une vidéo de l'intérieur ? Zoomez sur son visage. Il a fini par s'approcher de l'un des guichets automatiques pour acheter un billet. Nous devons savoir à bord de quel car il est monté. Le voilà.
Ernesto sort du bureau et monte à bord d'un autocar. Ils ont obtenu la liste des passagers. Il a même acheté un billet à son nom. On le tient. Il s'agit bien d'Ernesto Hernandez. Son billet est à destination de McAllen, au Texas. Des agents sont déployés à la gare routière en Californie pour trouver le véhicule qu'Ernesto a laissé derrière lui. C'est la voiture qu'il conduisait avant et après la mort d'Abigail. Il a sûrement laissé du sang ou d'autres traces dans le véhicule. Il y a peut-être même des armes ou d'autres éléments qui nous seraient utiles. Mais le véhicule n'est plus sur le parking. Les enquêteurs visionnent d'autres séquences vidéo pour le voir partir. Revenez en arrière. 7 minutes après le départ d'Ernesto en autocar vers le Texas, son véhicule sort du parking, suivi d'une Dodge rouge. Regardons bien cette séquence. J'ai vu qu'il se garait juste à côté de la Volkswagen Jetta noire d'Ernesto. Je vois une silhouette passer de la Dodge rouge à la berline d'Ernesto. On peut repasser la sortie de la voiture? J'ai vu que les deux véhicules Dodge Magnum et Volkswagen ont fait marche arrière. Ils ont donc trouvé la clé quelque part. On a vu les deux voitures se suivre et emprunter la sortie. Une personne a donc été en lien avec Ernesto et est venue récupérer son véhicule. Nous devons savoir qui s'est chargé de la voiture d'Ernesto. Les enquêteurs épluchent les relevés d'appel du téléphone portable d'Ernesto. Après la mort d'Abigail, le relevé montrait une recrudescence claire d'appels vers un numéro en particulier, celui de son frère, Abel. Avait-il des complices? On ne savait pas si on devait arrêter d'autres personnes. Les enquêteurs ont obtenu les images de vidéosurveillance de la gare routière Greyhound de McAllen au Texas. On devait savoir si Ernesto était toujours au Texas ou parti pour une autre destination. L'autocar est arrivé à minuit 40, on peut s'y mettre à partir de là. Jackpot. Le voilà. La vidéosurveillance montre Ernesto descendre du car, traverser la gare routière et ensuite sortir. Est-ce qu'on voit où il va après? Mince. On va devoir revenir à son téléphone portable. Le relevé d'informations du téléphone d'Ernesto montrait qu'il a répondu à un appel à McAllen, au Texas. À partir du 1er avril, on a perdu la trace de son téléphone. On n'a plus aucune idée de l'endroit où il est. Est-il encore à McAllen? A-t-il déjà franchi la frontière vers le Mexique? On a imaginé qu'il s'était débarrassé de son téléphone et qu'il s'en était procuré un prépayé. Nous devions impérativement trouver son nouveau numéro. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition au domicile de son frère Abel. Police, c'est une perquisition. Ouvrez la porte immédiatement.
Nous avons fouillé le domicile d'Abel le 4 avril. Nous avons trouvé la clé de la Volkswagen dans son bleu de travail. L'un des agents a repéré une photo et à ce moment-là, un bout de serviette en papier comportant un numéro de téléphone est tombé. Un agent s'est exclamé « Mais c'est un numéro du Texas !» Je lui ai demandé de tout remettre en place. Les enquêteurs pensent que c'est le nouveau numéro de téléphone d'Ernesto. Ils veulent qu'il continue à l'utiliser pour le pister. La police interroge Abel Hernandez. Vous savez que votre frère est recherché pour meurtre et nous savons qu'il s'est rendu à la gare routière en voiture. Or, quelqu'un s'est chargé de récupérer sa voiture par la suite. Pouvez-vous nous expliquer ça? Abel a affirmé ne pas savoir à qui était la clé ni à quoi elle servait. Dans sa version, un inconnu était venu sur son lieu de travail déposer cette clé qu'il n'avait jamais vue. Il ne savait pas à qui elle appartenait, ça ne lui disait rien. Finalement, il a reconnu par la suite qu'Ernesto conduisait une Volkswagen Jetta et la clé est devenue une pièce à conviction. Savez-vous où se cache Ernesto? Abel reste bouche cousue. Mais les enquêteurs retracent l'origine du numéro de téléphone texan trouvé à son domicile. Sachant qu'il s'agissait d'un numéro du Texas, on a identifié le fournisseur, Cricket Wireless. Je suis allé au Texas pour interroger l'employé de la boutique Cricket Wireless qui avait vendu le téléphone. Les employés de Cricket ont montré des images de vidéosurveillance de la transaction. Nous recherchons cet homme. J'aimerais passer quelques vidéos en revue. Pause. Zoomer. C'est lui. Nous n'avons eu alors aucun doute qu'il s'agissait d'Ernesto Hernandez. La police obtient les données de localisation géographique du nouveau téléphone d'Ernesto. Quand on a obtenu les données téléphoniques d'Ernesto Hernandez, on a pu constater un déplacement vers la frontière mexicaine. Il l'a franchi et une fois au Mexique, nous avons perdu sa trace. On l'a perdu. Lorsqu'un individu disparaît au Mexique, c'est compliqué, voire impossible de le retrouver. Je parle par expérience. Réfugié au Mexique, Ernesto Hernandez est à l'abri des forces de police américaines. Mais pas sa voiture. La police de Greenfield a fini par retrouver la voiture d'Ernesto à Greenfield même, à quelques rues du domicile de la victime. C'était justement la voiture qui avait pris en chasse celle d'Abigail sur la vidéo. Grâce à la clé trouvée dans les vêtements de travail d'Abel, nous avons pu ouvrir la voiture. L'intérieur avait été nettoyé, mais il restait dans un recoin une boîte de cartouches en mousse pour arme à feu calibre .032, justement le calibre de l'arme utilisée pour tuer Abigail. Si les preuves contre Ernesto s'accumulent, les enquêteurs doivent encore prouver que son frère Abel l'a aidé à s'enfuir. On a passé au crible le relevé des appels d'Abel. Il y avait dans son téléphone portable la photographie d'un excès de vitesse commis le jour du meurtre sur l'autoroute en direction de Los Angeles. L'amende concernait le frère d'Abel Rigoberto. Il était au volant alors qu'Abel était sur le siège passager. Il était au volant d'une Dodge Magnum marron. On l'a vu sur le parking de la gare routière. Armés de la description du véhicule, nous sommes revenus aux images de vidéosurveillance de la gare routière pour observer l'arrivée de cette voiture sur le parking. On voit Abel Hernandez se mettre au volant de la Volkswagen Jetta noire et la sortir du parking, tandis que la Dodge Magnum la suit sûrement, mais hors du champ de la caméra de surveillance.
Cette preuve a permis au bureau du procureur d'émettre un mandat d'arrêt pour Abel que nous avons placé en détention. Rigoberto Hernandez, qui a conduit son frère Abel à la gare pour récupérer le véhicule d'Ernesto, n'a semble-t-il pas connaissance du crime. Il n'est pas inculpé. Pendant ce temps, les forces de police mexicaines sont à l'affût d'Ernesto Hernandez. Les autorités mexicaines nous ont contactés pour nous dire qu'Ernesto était en détention et qu'ils pourraient l'extrader dans les 24 heures. Savoir qu'il avait été arrêté pour de bon nous a procuré un grand soulagement. Merci. Tracy et moi, accompagnés de collègues, nous sommes allés à l'aéroport de Los Angeles pour prendre en charge Ernesto Hernandez. Le jour où la police est venue m'annoncer qu'il avait été arrêté, je me suis sentie très satisfaite. Quand j'ai appris qu'il avait été arrêté, ça a été un grand soulagement. J'étais content. J'ai ressenti beaucoup d'émotions liées à la mort de ma sœur. Mais j'ai aussi été très satisfait de savoir que justice allait être rendue. Sur le moment, je n'ai rien ressenti. Surtout, pas de joie. Parce qu'elle ne reviendra pas de toute façon. Je sentais... Je ne ressentais rien. Juste qu'il a finalement obtenu ce qu'il méritait. Il est le seul à savoir combien de gens il a blessés. Nous avons tenté un interrogatoire. Il était insensible, vraiment cruel. On sentait que ça l'ennuyait d'avoir à nous parler dans cette pièce. Il a nié toute implication dans le meurtre. Ernesto Hernandez est inculpé pour homicide volontaire dans le meurtre d'Abigail Gasca Chavez. Le lendemain, nous l'avons ramené vers le comté de Monterey. Tout le long du chemin, il n'a eu de cesse de demander « Comment m'avez-vous retrouvé ?» Il n'avait aucune pensée pour Abigail et il ne nous a jamais rien demandé à son sujet. Le 8 décembre 2017, le tribunal rend sa décision. D'après ce que j'ai compris, Abigail avait une relation toxique et violente avec Ernesto. Et ce jour-là, elle voulait rompre. Arrête de me suivre. On a un fils ensemble. Non, je veux être seule. Elle a dû expliquer sa situation à Ernesto et ça a déclenché un comportement très agressif chez lui. Laisse-moi tranquille. Ça a commencé par une dispute, puis il l'a pris en chasse. Ensuite, il est allé se cacher à son domicile avec l'intention délibérée de la tuer. Attends-moi. Attends-moi. Attends ta maman. Il voulait lui montrer qui était le patron. Puis il s'est enfui. C'est un tueur de sang-froid. La vidéosurveillance a été une aide indispensable. Les images ont fait tout le travail. Sans elles, nous n'aurions pas pu présenter un dossier aussi solide au tribunal. Ernesto Hernandez a poursuivi et harcelé sa victime. Tous ces agissements ont permis au jury de l'accuser d'homicide volontaire sans aucun état d'âme. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans liberté conditionnelle. Le frère d'Ernesto, Abel Hernandez, plaide coupable de complicité par assistance et écope d'une peine de prison de 4 ans.
Justice a été rendue pour ma sœur, qu'elle repose en paix. On fait souvent des erreurs en tant que parents. Alors, je mets les autres parents en garde. Car une fois qu'un enfant est parti, il est parti à jamais. Je ne reverrai plus jamais ma fille. Elle est partie. Et c'est un vide impossible à combler. Je n'ai pas juste perdu une sœur et une amie, mais une part de moi.